Bien, bonjour à tous. Entrer dans le futur, les métiers du médicament, voilà un beau sujet que nous sommes très heureux de partager avec vous. Soyez les bienvenus. J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence de presse et je suis pour ça entouré de Michael Danon, qui est le président de la commission des affaires sociales du LEM et qui est également directeur du Market Access et des affaires institutionnelles du groupe Pierre Fabre. J'ai également le plaisir d'être entouré avec Claire Colville, qui est directrice des talents chez Sanofi, et puis bien sûr par Pascal Le Guyadère, qui est le directeur général adjoint du LEM, qui m'aidera tout à l'heure, nous aidera tous à répondre à vos questions. Et du coup, je vous engage à poser d'ores et déjà vos questions en ligne tout au long de la conférence, au fur et à mesure que vous les avez. Alors, je vous propose de faire un tout petit pas de recul sur le sujet et le thème de cette conférence de presse pour justement comprendre pourquoi ce thème est tellement important aujourd'hui. Nous sommes, en tout cas nous l'espérons, à la sortie d'une crise qu'il est convenu de dire sans précédent et dont il est urgent que nous tirions les enseignements collectivement. Et du coup, je pense que le premier enseignement, il est de que nous dit cette crise pour les entreprises du médicament. Et le premier enseignement, il est très clair. Il est que d'abord, nos entreprises et leurs collaborateurs ont révélé pendant cette période une capacité absolument exceptionnelle de mobilisation, d'adaptation, de résilience et d'engagement pour assurer leur métier, j'ai envie de dire même tout leur métier dans toute leur grande diversité, de la recherche à la distribution, en passant par la production, l'assurance qualité. Et finalement, notre chaîne a tenu. Pas un traitement n'a manqué, pas une boîte n'a manqué aux patients qui les attendaient. Et donc cette force de mobilisation est pour moi incontestablement l'une des toutes premières caractéristiques de notre secteur. La deuxième chose, c'est que parce qu'elles, justement, elles se sont adaptées, transformées dans un temps record pour être capables de prendre des risques, c'est notre métier, mais également pour innover et trouver la solution que, il faut le dire, le monde entier absolument attendait, elles ont permis, ces entreprises et leurs équipes, de faire en un an ce qui normalement en prend 10. Et cette prouesse a été faite en développant, en testant, en validant, en fabriquant et en mettant à la disposition des patients que nous sommes tous, en l'occurrence, un vaccin. Et cette capacité d'innovation, cette capacité à travers toute la diversité de nos métiers, est justement pour moi la seconde caractéristique de ce secteur extraordinaire. En parallèle, c'est intéressant parce que cette crise a accéléré également la transformation et la dynamique de notre secteur. Et nous avons continué pendant cette période à recruter. Nous avons une progression de l'emploi de 0,5%, quand la moyenne de l'industrie était plutôt en déclin, moins 1,2%, je crois. Et nous avons recruté près de 11 000 nouveaux collaborateurs. Nous avons continué de former près de 8 000 collaborateurs en alternance. Nous avons continué de créer de nouveaux jobs, plus de 150 nouveaux métiers, différents métiers dans notre secteur. Et nous avons continué, bien sûr, de nous développer en région, et on sait à quel point l'emploi en région est un point important à travers l'ensemble de la France. Et donc cette évolution très rapide de nos métiers, pour fabriquer ce que sont les métiers de demain, qui sont très loin des traditionnelles blouses blanches, comme on en a la perception parfois, est pour moi la troisième caractéristique de ce secteur. Et puis enfin, le secteur a également mobilisé toute sa capacité d'innovation, qui est vraiment, je reviens dessus, qui est vraiment notre ADN, en étant la première branche à signer un accord de télétravail, à mettre en place individuellement dans les différentes entreprises que nous représentons des mesures très audacieuses d'organisation nouvelle, tout en accélérant notre engagement pour les jeunes, avec en particulier ces contrats d'alternance. Et je rappelle un point qui est important, dont nous reparlerons certainement. Pour nous, un contrat d'alternance égale une embauche.
100% des alternants sont embauchés par le secteur. Et donc, vers ces jeunes-là, mais également vers les jeunes des quartiers prioritaires et de ceux qui sont parfois plus éloignés de notre secteur, avec des mobilisations au sein de nos entreprises et également du collectif, pour trouver de meilleures façons de les attirer et de les accueillir dans notre secteur absolument extraordinaire. Et donc, c'est cette attention particulière aux jeunes qui va être aussi au cœur de notre discussion aujourd'hui avec vous. Et au total, face à ces jeunes dont nous allons voir que l'enquête révèle qu'ils sont inquiets, bien sûr, inquiets sur leur avenir professionnel, mais également très soucieux du sens et des valeurs de leur métier, très attentifs également, nous le voyons, à leur équilibre, eh bien, nos entreprises qui se consacrent à la santé, nos entreprises proposent résolument des portes d'entrée vers les métiers de demain. Et c'est de ça que nous sommes heureux de parler aujourd'hui avec vous. Et je vais tout de suite, du coup, céder la parole à Michael. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Alors, pour compléter les propos que Frédéric vient de tenir, je voudrais indiquer qu'il me semble qu'il y a 5 raisons pour lesquelles les jeunes devraient être intéressés par le secteur que nous représentons. La première raison, c'est que les activités professionnelles de notre secteur ont un sens majeur. L'enquête que Frédéric, tu viens d'évoquer, montre que dans les critères de choix des orientations professionnelles, le fait que le travail soit en phase avec les valeurs, que le travail soit considéré comme utile et apportant une valeur ajoutée aux autres et à la société sont des critères très importants et je pense que c'est quelque chose que nous devons garder en tête. Or, le secteur que nous représentons, l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui a beaucoup de sens. Le travail que nous faisons en R&D, le travail que nous faisons en collaboration avec les professionnels de santé, la production, la fabrication de médicaments, tout ça, ce sont des missions essentielles et effectivement, on l'a bien vu à travers la crise sanitaire, nos concitoyens, nous tous, nous avons besoin des traitements que l'industrie pharmaceutique développe et est capable de proposer aux patients. Et donc, apporter sa contribution à son niveau à une entreprise qui développe ces médicaments et les met à disposition des patients, c'est quelque chose qui nous semble avoir beaucoup de sens. Et dans une société où, je pense, nous recherchons tous le sens à notre activité professionnelle, c'est un critère qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Deuxième motif pour lequel les jeunes devraient être attirés par notre secteur, c'est que, comme Frédéric l'a indiqué, nous offrons beaucoup d'opportunités professionnelles et des opportunités extrêmement diversifiées. L'année dernière, en 2020, c'est plus de 11 000 recrutements qui sont intervenus. Nous aurons à peu près les mêmes chiffres sur cette année. Et 60% de ces recrutements sont des recrutements en contrat à durée indéterminée. Donc, nous avons là des possibilités, des opportunités d'emploi stables, durables, avec le chiffre de 61% est nettement supérieur à la moyenne de l'industrie. Et ces emplois sont répartis sur toute la France. Je représente une entreprise, le laboratoire Pierre Fabre, qui est implanté dans le sud-ouest de la France. Et nous proposons des postes donc, dans cette région. Mais bien sûr, l'industrie pharmaceutique est répartie sur l'ensemble du territoire national, avec un nombre très important de métiers, plus de 150 métiers qui sont proposés pour ces recrutements, que ce soit sur la R&D, sur le marketing, sur la production. Vous trouverez dans le dossier qui vous a été envoyé ou vous sera envoyé un tableau qui montre que ces métiers sont en évolution. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont plutôt en décroissance, mais il y a des métiers qui sont en croissance et pour lesquels nous avons besoin de nouveaux collaborateurs et de collaborateurs qualifiés. Troisième motif pour, je dirais, considérer que ce secteur est attractif, c'est la question des rémunérations. Dans l'enquête que nous avons menée, nous voyons bien que la rémunération est également un critère important et je dirais c'est parfaitement légitime. Et les rémunérations que nous offrons dans la branche pharmaceutique sont en moyenne nettement supérieures à la moyenne de l'ensemble des secteurs industriels et avec des perspectives d'évolution de carrière qui sont tout à fait intéressantes. Quatrième motif pour lequel le secteur pharmaceutique nous semble un secteur qui doit être attractif, c'est la
la préoccupation, je dirais, du cadre de travail et du bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Nous savons que de plus en plus, nous tous, nous souhaitons avoir un bon équilibre entre nos activités professionnelles, le temps qu'on y consacrons, et puis nos activités personnelles. Eh bien, dans la branche, nous avons ce souci-là, et ça s'est traduit concrètement par la négociation et la signature d'un certain nombre d'accords avec les partenaires sociaux. Je voudrais juste en mentionner deux. Un accord sur la qualité de vie au travail, et puis, comme le Frédéric l'indiquait, la branche vient de signer un accord sur le télétravail. Nous sommes la première branche à avoir signé un tel accord, et je pense que ça marque la préoccupation que nous avons de faire évoluer les organisations du travail, et certaines entreprises sont même très innovantes en ce domaine, pour pouvoir proposer aux collaborateurs de notre secteur un bon équilibre et, je dirais, une qualité de vie au travail qui est importante. Et puis, le dernier motif pour lequel nous pensons que ce secteur doit attirer les jeunes, c'est que nous souhaitons accueillir des jeunes. Nous avons des ambitions très importantes en matière d'alternance. En 2020, nous avons accueilli 7300 alternants et nous avons l'ambition d'aller plus loin puisque nous nous sommes engagés dans un accord de branche à aller jusqu'à 8000 contrats d'alternance. Et puis avec, comme le disait Frédéric, l'engagement de transformer le contrat en alternance en contrat durable au sein de l'entreprise. Nous avons également décidé de revaloriser les salaires des apprentis. Voilà, donc un certain nombre d'éléments pour montrer que nous souhaitons accueillir des jeunes en général, avec une préoccupation plus particulière sur les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Et je vais laisser le soin à Claire d'illustrer ces éléments-là qui démontrent notre préoccupation sur des secteurs peut-être un peu moins favorisés. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, Sanofi s'est engagé depuis de nombreuses années sur la politique jeune avec, entre 2015 et 2021, c'est 15 000 jeunes formés en alternance, en stage, dans toutes les usines, les centres de recherche et de développement, de distribution de Sanofi sur tout le territoire français. Et il y a eu une accélération en 2020 avec le contexte dont Frédéric a parlé et que tout le monde connaît. Et notre ambition a été de maintenir la mobilisation chez Sanofi. Nous avons augmenté notre nombre d'alternants. Nous avions prévu 1500 alternants en 2020. Nous sommes arrivés à 1600. Et pour cette année, nous avons maintenu et nous avons décidé d'accentuer notre politique jeune. Pourquoi les jeunes ? Vous vous en doutez, pour nous, c'est l'avenir, c'est le vivier des talents. On a des postes à pourvoir dans différents métiers, la qualité, la production, le marketing. La branche est très large et nous avons besoin de ce vivier de talents. Nous les formons, nous les embauchons quand c'est possible et c'est une vraie volonté de Sanofi. Par rapport à ça, on parlait de politique sur les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et nous avons fait une enquête au niveau de Sanofi, une enquête sur l'autocensure, parce qu'on a du mal à attirer les jeunes au niveau de la pharma. Donc cette enquête, elle a touché 2000 personnes, on l'a fait en partenariat avec Mosaïque RH. Et que nous dit cette enquête ? Elle nous dit 71% des jeunes se sont résignés à ne pas envoyer de candidature, pensant n'avoir aucune chance. Dans le top 3 des jeunes où dans le top 3 des secteurs où les jeunes s'autocensurent, le numéro 1, c'est le secteur de la santé. Médical et paramédical, avec 26% d'autocensure, viennent ensuite le BTP et le secteur des armées. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire ? Les jeunes ne viennent pas chez nous puisqu'il y a autocensure. Ils n'osent pas postuler en se disant la pharma, c'est pas pour moi. Moi, je suis dans mon quartier, je suis trop loin de ces métiers. Donc, fort de ce constat, nous, on a décidé d'aller les chercher dans les quartiers. Et c'est là la création du programme Place d'Avenir. Donc, Place d'Avenir est vraiment née de cette réflexion multiple. Donc, à la fois, on n'en a pas parlé, mais de la réponse aussi au programme du gouvernement Un jeune, une solution. Sanofi s'est inscrit dans cette démarche. Et donc, au vu de nos besoins importants d'alternants, 1600, je vous rappelle, plus le fait de vouloir aller recruter dans les quartiers prioritaires de la ville, nous avons créé Place d'Avenir. Place d'Avenir, c'est quoi ? C'est la rencontre de professionnels
de l'industrie pharmaceutique dans les quartiers. Donc on s'est installé comme sur une place du village et on a mobilisé les collaborateurs Sanofi. Donc pour rappel, ça s'est fait au mois de juin et on était en sortie de confinement. Donc on a aussi vu chez les salariés ce besoin d'aller à la rencontre et les jeunes de venir aussi à la rencontre de Sanofi. On s'est associé à Mosaïque RH pour pouvoir faire du sourcing dans les quartiers prioritaires de la ville et apporter des candidatures qui ne seraient pas venues. Et nous nous sommes associés à l'IMT pour présenter toutes les formations qu'on peut trouver au niveau de la branche pharma. Sur ces 1600 alternants, on s'est engagé à avoir 10% de jeunes issus des quartiers. Donc, il a fallu faire connaître les métiers, il a fallu préparer aux entretiens, faire du coaching. Donc, les équipes ressources humaines de Sanofi ont fait des job dating sur ces 7 villes afin de préparer les jeunes aux métiers et aux entretiens de demain. On a rencontré plus de 1200 jeunes. On a recruté plus d'une centaine de jeunes à l'issue de l'événement Place d'Avenir. Cet engagement, il s'est fait aussi... il y avait un besoin de casser les barrières entre nos salariés et l'image des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Casser cette autocensure, aller à la rencontre de ces jeunes. Le résultat, c'est aujourd'hui une forte mobilisation de tous les collaborateurs, de tous les jeunes, des acteurs aussi, les écoles partenaires, les associations. On a rencontré aussi dans les quartiers toutes les institutions des territoires qui nous ont demandé de continuer cette initiative l'année prochaine. On l'a faite en fonction de nos bassins d'emploi. Donc, on est implanté très fortement en Normandie, en région lyonnaise et dans le bassin parisien. Nos sites du sud et du sud-ouest nous ont demandé de le faire également. Donc, on réfléchit pour l'année prochaine pour continuer cette politique de jeunes pour qu'elle soit plus inclusive, avec plus de jeunes issus de la diversité. Il faut savoir que grâce à cette mobilisation, les jeunes accueillis, là, ça y est, sont arrivés. On vient d'avoir ils arrivent par centaines en ce moment. Toutes les semaines, on a des centaines de jeunes qui arrivent. Et le sentiment des managers, des équipes ressources humaines, c'est un sentiment de fierté d'avoir réussi ce challenge, d'ouvrir les portes de l'industrie du médicament à des jeunes de tous horizons. Donc, pour l'année prochaine, nous nous engageons sur les mêmes chiffres de l'alternance. Vous avez parlé de 8 000, on en a déjà fait 1 600. On continuera sur cette lancée. On n'oublie pas non plus les stagiaires qui sont aussi un moyen d'aider sur la partie jeune. Donc voilà ce que je pouvais témoigner. Donc ce concept de place d'avenir a eu des retombées médiatiques auprès des jeunes. On s'est associé avec les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ce sont les réseaux sociaux, donc avec Combini, avec TikTok. Alors, il a fallu qu'on change un peu nos politiques de communication, parce qu'on est plutôt très classique en industrie pharmaceutique. Donc, on est allé au-devant et au-delà de ce qu'on savait faire. Et ça reste une vraie réussite. Et moi, je la considère comme avant tout une réussite humaine. Et on est très fiers au niveau des équipes RH d'avoir développé ce programme et d'avoir vu les salariés être si passionnés à présenter leur métier auprès des jeunes. Et cet engagement, on le lâchera pas et on continuera sur les années à venir. Merci beaucoup Claire, c'est passionnant. Cet exemple de Sanofi est une bonne illustration de ce que nous cherchons à faire dans nos métiers. Pourquoi c'est particulièrement important? Bien sûr, il y a la crise, mais aussi à quel point, justement, l'emploi des jeunes, la qualification des jeunes est un facteur d'attractivité. Et il nous a échappé à aucun d'entre nous le fait qu'on rentrait dans une période électorale pendant laquelle ces sujets allaient prendre un relief et une importance particulière. Et donc, tous ces exemples montrent à quel point notre secteur est non seulement apporteur de solutions en sortie de crise, mais également de perspectives sur la création de tous ces métiers de demain. Et du coup, je vous propose peut-être de passer 2 minutes sur ce que nous enseigne cette enquête que nous avons faite.
L'enquête qui a été faite avec Ipsos, qui sera partagée, montre d'abord la première chose, c'est que les étudiants sont assez pessimistes toujours sur leur capacité à trouver du travail. Moins d'1 sur 2 pense qu'il trouvera facilement un emploi à la fin de ses études, difficilement 34%, et 20% ne savent pas très bien. Donc oui, il subsiste une inquiétude des jeunes à l'égard de leur premier emploi. La deuxième chose qui apparaît, c'est qu'effectivement, les jeunes ont pris conscience, ce que vous voyez pendant la crise, du rôle de ces entreprises du médicament. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut croiser ça également avec ce que les différentes enquêtes nous apprennent de la perception plus générale des Français à l'égard de notre secteur. Et notre secteur, alors on regarde ce chiffre avec beaucoup de modestie et de prudence, néanmoins on voit une véritable inflexion dans la perception du secteur, dans sa capacité d'innovation, mais également dans sa capacité de mobilisation. Et nous avons gagné, ce qui est assez rare, semble-t-il à peu près 5 points par rapport à l'enquête précédente que nous avions faite sur la réputation du secteur. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les jeunes en ont pris conscience. Et quand on regarde ce que nous dit l'enquête finalement sur leurs attentes, on mesure à quel point nous avons beaucoup à leur apporter. L'enquête montre très clairement que le premier facteur, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais est lié à leur qualité de vie. C'est-à-dire, on le voit très bien, l'ambiance et le bien-être au travail. On voit le fait qu'également le travail permette de travailler à distance. Enfin, tout ce contexte de la relation au travail, de la façon dont on vit dans son travail est important. Et ça permet de souligner à quel point ce que Michael a mentionné tout à l'heure sur les accords qui ont été signés, dont certainement Pascal voudra reparler tout à l'heure, mais les différents accords qui ont pu être signés montrent que le secteur prend cette problématique à cœur et nous voulons être pas simplement un bon suiveur, mais vraiment précurseur sur le sujet. La deuxième préoccupation de ces jeunes est intéressante parce qu'elle est liée bien sûr à l'intérêt du poste, mais au fait que ce travail soit en accord avec leurs valeurs. En accord avec leurs valeurs et en accord avec le sens, c'est ce qu'évoquait Michael. Et là, c'est vraiment la deuxième préoccupation, et on voit à quel point, et je parle de ça, on pourra tous en témoigner, j'imagine, autour de cette table, mais à quel point cette notion de sens pour un secteur qui est un secteur qui se préoccupe de la santé, pour un secteur qui a été capable de se mobiliser de cette façon-là, un secteur qui a été capable de prendre des risques pour innover. Et dans ce secteur est un secteur qui effectivement répond à cette préoccupation de sens, de valeur également. Et puis la troisième préoccupation, elle est vraiment liée aux perspectives d'évolution, à la localisation géographique, vous le verrez, à l'utilité du travail. Bon, ça, je reviens sur la question du sens. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait que nous sommes un secteur qui multiplie les possibilités dans les métiers. On a évoqué 150 métiers différents. Mais ces métiers sont très très loin de la perception que vous aviez peut-être, que nous pouvions avoir sur la pharma, ce sont les blouses blanches dans les labos. La pharma, ce n'est pas les blouses blanches dans les labos. La pharma, il y a des blouses blanches dans les labos, et bien sûr, mais il y a également des gens qui travaillent dans le digital, des gens qui travaillent dans la science, des gens qui travaillent dans la nouvelle technologie, des gens qui travaillent sur des chaînes, sur des fabrications, dans le manufacturing. La multiplicité des métiers est extraordinaire, et ces métiers sont en train d'évoluer de façon extraordinaire. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs comme le nôtre dans lesquels on propose une telle diversité de métiers à ces jeunes qui sont à la recherche de ces métiers qui font du sens, mais également qui sont les métiers de demain. Et donc, avec ces éléments-là en tête, nous avons effectivement, et l'enquête le confirme, vous allez le voir, mais véritablement des réponses à leur apporter à ces jeunes qui sont préoccupés de ce que pourrait être l'emploi de demain. Et peut-être, Pascal, est-ce que tu veux faire un commentaire sur cette enquête de ton point de vue ? Alors oui, les résultats de l'enquête sont intéressantes puisque en fait elles viennent asseoir ce qu'on pensait, notamment sur l'autocensure. Vous en avez parlé, Claire et Frédéric, vous en avez parlé tous les deux. Effectivement, on a une vision de l'industrie du médicament comme étant un niveau relativement élevé de compétences, ce qui est vrai, puisque en fait, nos recrutements se passent au niveau de Bac+2. Et donc, tout l'intérêt que nous avons, puisqu'en fait, on constate un vieillissement de l'emploi, tout l'intérêt que nous avons à aller chercher des jeunes, c'est de voir comment on peut accompagner également la montée en compétences par la formation de ces jeunes-là.
Et donc, c'est tout l'intérêt de cet accord jeune que nous avons signé, qu'on va décliner maintenant en action. Et bien sûr, en regardant de près ce qu'a fait Sanofi, puisqu'ils avaient un peu commencé avant nous. Mais l'idée, c'est effectivement par des partenariats, notamment avec Pôle emploi ou l'APEC, de regarder le vivier de jeunes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, le mailler avec les quartiers prioritaires de la ville et voir comment on peut, par la formation, accompagner ces jeunes à nos métiers. Puisqu'on ne pourra pas de toute façon descendre en termes de qualification. On est une industrie avec des standards, je dirais, mondiaux en termes de qualité. Et donc, on doit répondre à ça avant tout, notamment pour le patient. Et donc, on va amener ces jeunes en termes de formation. L'alternance est une réponse. On l'a tous dit autour de la table. Ça fait à peu près 19 ans qu'on mène cette politique d'alternance. Je vous rappelle qu'on a démarré très bas. On a démarré avec 1500 contrats dans le secteur dans les années 2003-2004. Aujourd'hui, 7700 jeunes en alternance. Donc c'est un chiffre important. Ça montre aussi tout le partenariat que nous avons avec les écoles et les universités pour les aider également à transformer les diplômes en alternance. La problématique de l'alternance, c'est pas de trouver un jeune, c'est aussi que la formation en alternance existe. Et donc là, c'est tout le travail minutieux que nous menons depuis des années avec l'ensemble de l'écosystème de la formation pour transformer ces formations et de les mettre en alternance. Donc vous l'avez dit, chaque jeune qui vient sur nos métiers en alternance trouve un emploi. Alors il ne trouve pas forcément un emploi dans l'entreprise dans laquelle il a été formé en alternance, et c'est toute la mutualisation qui est intéressante, c'est qu'en fait, les grosses entreprises, les grandes entreprises du secteur jouent le jeu, vont accueillir beaucoup d'alternants. On a l'exemple de Sanofi avec 1600 emplois. Bien évidemment, elle ne va pas intégrer 1600 alternants, mais elle va bien former pour des plus petites. Et c'est ça qui est intéressant dans le secteur, c'est qu'on a une multitude de TPE, PME qui n'ont pas cette capacité à mobiliser en interne, notamment des tuteurs pour former les jeunes. Et donc, eh bien, les grandes entreprises vont jouer ce rôle de mutualisation et ces jeunes-là vont pouvoir trouver après un emploi dans des entreprises de taille moyenne ou plus petite. Alors, ce que tu dis est intéressant et ce qui a été évoqué tout à l'heure par Claire l'est également parce qu'on voit à quel point notre secteur doit encore travailler sur sa perception. Et je regardais cette enquête qui montre qu'effectivement, à peu près un tiers d'entre eux considèrent qu'ils n'ont pas les compétences pour nous rejoindre. Et c'est du coup l'importance de ces travaux, de ces contrats d'alternance, de ces stages, de ces jeunes qu'on accueille. Parce qu'ils ont encore la perception, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de se dire la pharma, ce sont des gens qui travaillent dans des laboratoires et ils n'ont pas la connaissance de tous les métiers. Peut-être, Michael, est-ce que tu as, toi, quelques éléments sur justement les métiers que nous proposons aujourd'hui dans ce secteur et sur finalement un peu ce que sont ces métiers de demain ? Oui, alors j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a évidemment une évolution des métiers comme dans tous les secteurs. On a recensé les métiers pour lesquels il y a le plus de recrutement et les métiers pour lesquels il y a émergence, je dirais, développement des recrutements. Je voudrais en mentionner quelques-uns. Vous allez voir la diversité de ces métiers. Technicien ou technicienne en bioproduction, on est de plus en plus non plus dans la production chimique mais dans la bioproduction. Ingénieur en intelligence artificielle, et je voudrais juste mentionner un chiffre qui je pense est important. Nous avons fait des études qui montrent que dans les 5 prochaines années, les postes sur lesquels il y aura un besoin d'utiliser des compétences numériques sont au nombre de 5000. Donc on voit que l'industrie pharmaceutique se développe et avec une prégnance de plus en plus grande des nouvelles technologies. Autre exemple des métiers émergents, bioinformaticien, donc l'application des compétences informatiques sur des données biologiques, et puis sur des métiers plus terrain, je dirais, en liaison avec les professionnels de santé, des responsables médicaux, ce qu'on appelle des médicales liaisons, c'est-à-dire des collaborateurs qui vont discuter avec les professionnels de santé sur les pathologies, les traitements et répondre à leurs questions pour que les professionnels de santé aient l'information la plus précise possible et la plus actualisée possible sur les essais cliniques, les résultats de ces essais, les publications dans les revues scientifiques et puis les médicaments que les entreprises du secteur développent pour prendre en charge les grandes pathologies. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de métiers très différents, que ce soit, je dirais, dans des bureaux, dans des usines ou sur le terrain, en lien avec les professionnels de santé, et donc autant d'opportunités pour les jeunes.
Peut-être avant de prendre une question, merci beaucoup Mickaël, mais je voudrais revenir à un point qui est important, parce qu'on l'a évoqué, notre secteur, on voit à quel point cet enjeu est capital, notamment dans la période de sortie de crise et période électorale dans laquelle on rentre. Mais notre secteur est créateur d'emplois, je le rappelle, créateur d'emplois qualifiés, Mickaël vient de l'illustrer parfaitement, mais également créateur d'emplois en région. Est-ce que Pascal, tu peux nous dire juste un mot de ces emplois qui sont en région? On a appris dans ces dernières années à quel point l'emploi en région était un sujet sensible. Et merci Frédéric. Oui, effectivement, on est répartis sur tout le territoire. On a 271 sites de production sur le territoire. Donc on a des emplois en production qui se trouvent sur les territoires. C'est plus de 35 000 collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble du territoire. Donc c'est relativement important dans des sites de production, donc des métiers de production, mais aussi des métiers de siège, puisque quand on a un site de production, on a de la qualité, en amont, en aval. Donc il n'y a pas forcément la production telle qu'on l'imagine avec derrière une chaîne automatisée. On a effectivement des métiers intéressants et on est présent sur 5 gros bassins d'emploi. Le premier d'entre l'Île-de-France, bien sûr, parce qu'il y a les sièges sociaux, mais la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est un territoire dynamique dans le recrutement des jeunes. Toute la région Centre-Val de Loire, région Normandie. On a également présent la région Aquitaine et un gros bassin d'emploi sur la région de l'Alsace, notamment avec les pays limitrophes que sont la Belgique et l'Allemagne et la Suisse, qui sont là... très intéressant. Alors après, c'est compliqué parce qu'on a justement ces pays limitrophes qui viennent attirer nos talents. Donc on a aussi un enjeu là de garder nos talents sur le territoire. Mais on voit bien qu'en fait, on a une dynamique d'emploi sur l'ensemble des territoires. Et toute la problématique que nous avons avec nos entreprises, mais au niveau de la branche, c'est effectivement d'attirer les jeunes sur ces territoires-là. On sait qu'on a une problématique de mobilité des jeunes par rapport à leur lieu de vie, leur lieu de formation et leur lieu d'emploi. Et donc, c'est de leur faire connaître les possibilités sur l'ensemble d'un territoire pour trouver un job. Et donc ça, on se déplace en région avec les forums Premier Emploi que nous faisons dans ces grandes régions-là avec nos entreprises. On a une sorte de speed dating où on invite tous nos jeunes qui sont dans nos filières de formation en alternance ou pas. Et on les invite à rencontrer sur le territoire les entreprises qui recrutent. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question qui est importante, c'est que non seulement quand nous sommes créateurs d'emplois en région, nous créons nos propres emplois sur notre secteur, mais également un effet induit qui est très important, puisque, Pascal, corrige-moi, mais c'est un emploi dans la pharma crée 2 emplois limitrophes. Oui. Voilà, et on peut voir plus large, dans l'écosystème global, si on prend toute la chaîne, on est sur 1 pour 4. Voilà. Donc c'est effectivement un effet d'entraînement relativement important que la création d'emplois sur nos bassins d'emploi. Merci beaucoup. Et du coup, je propose de prendre peut-être une première question. Je vois la question qui est: quelles sont les perspectives d'emploi dans les 5 ans à venir? Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la question? Bon, écoutez, moi, je veux bien me lancer, puis après ça, je laisse les uns ou les autres compléter. On l'a vu, notre secteur est un secteur qui, aujourd'hui, est créateur d'emplois, mais surtout, il est créateur de valeur, et c'est un secteur qui se développe, c'est un secteur qui est en croissance. Les perspectives qui ont été évoquées, notamment, et vous l'avez peut-être vu dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, qui était cette plateforme qui a été réunie à l'invitation du président de la République au mois de juillet, on a mesuré que ce secteur fait partie des 5 secteurs prioritaires de notre pays en matière d'attractivité et de compétitivité. Et donc, ce que nous observons aujourd'hui sur sa dynamique, son développement, dans les différents métiers, et je reviens sur cet aspect-là qui est très important, notre chaîne de valeur, elle se compose finalement on pourrait dire, de 4 grands piliers. C'est la recherche fondamentale, le développement, la fabrication, et par ailleurs, la mise au marché, et puis l'accompagnement, le bon usage, le parcours de soins, etc., etc. Dans cette diversité-là, on mesure à quel point nous créons des emplois aujourd'hui, mais également nous pouvons être confiants sur les emplois que nous allons continuer de créer dans les années qui viennent, tellement l'évolution du métier et notre demande est forte. Voilà, une longue réponse à une courte question, mais très confiant sur le fait que le secteur va continuer de créer ses emplois.
Michael, tu voulais préciser? Peut-être compléter ce que tu viens de dire, Frédéric. Donc, je mentionnais un chiffre tout à l'heure, de 11 000 recrutements en 2020. On pense qu'on va avoir à peu près le même chiffre en 2021. Et les perspectives pour les prochaines années sont, je pense, assez fortes. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une raison qui tient à la pyramide des âges de nos collaborateurs. Nous sommes un secteur où la moyenne d'âge des collaborateurs est plutôt plus élevée, ce qui veut dire un certain nombre de départs à la retraite et donc des postes à pourvoir par des jeunes. Et donc, nous souhaitons rajeunir, je dirais, cette pyramide, accueillir beaucoup de jeunes, et il y aura des opportunités à travers le départ des plus anciens. Autre élément qui, je pense... Mais je crois qu'on a 35%, donc à peu près un tiers de nos effectifs qui ont plus de 50 ans. Oui, donc ça veut dire, avec l'évolution naturelle, des opportunités pour que des jeunes viennent reprendre les emplois qui étaient précédemment occupés par des gens qui partent à la retraite. Autre élément, et tu mentionnais le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, la préoccupation des pouvoirs publics et du secteur de pouvoir gagner en indépendance sanitaire. On l'a vu à travers la crise du Covid, il y a la préoccupation que nous soyons moins dépendants, je dirais, de médicaments qui viennent du bout du monde et que nous puissions garantir une sécurité sanitaire à nos concitoyens. Ça veut dire sans doute implanter ou réimplanter sur le territoire national un certain nombre de sites de production et ça veut dire autant d'opportunités d'emploi pour des collaborateurs si effectivement les entreprises décident de réimplanter ou d'investir sur le territoire français. D'accord. Je pense que la prochaine question, Pascal, est pour toi. Elle est sur la place des femmes dans notre secteur. Claire, oui, Claire, mais non, peut-être une réponse globale. En fait, on a un taux de féminisation dans l'industrie du médicament qui est très élevé, pratiquement 57% de femmes dans notre secteur. Donc, par rapport aux autres secteurs industriels, on est très, très largement au-dessus. Et on retrouve en fait ces métiers féminisés sur l'ensemble des métiers. Alors, très fortement féminisés dans la production, mais ça, c'est historique. Donc, c'est des faits, je ne vais pas remonter à une histoire d'après-guerre, mais c'est bien de ça dont on parle. Mais on a des emplois féminins sur l'ensemble de nos 130 métiers. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En fait, on a une mixité très bonne sur l'ensemble des emplois. Moi, je veux bien ajouter. Alors, dans notre politique diversité et inclusion, on a un pilier qui est la parité homme-femme, on appelle ça gender balance. Et aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, nous, c'est plutôt 57% de femmes et 43% d'hommes. Et effectivement, plutôt dans les métiers de la production, un peu moins qualifiés. Et on a engagé un programme là chez Sanofi pour avoir 50% de nos senior leaders féminins en 2025. Donc ça veut dire aller chercher des talents féminins, aller dans les écoles pour aussi présenter les métiers, parce que parfois les métiers scientifiques font peur. Donc on a demandé à nos collaboratrices de s'engager et d'aller présenter les métiers en disant, voilà, les sciences, ça peut être autant pour une femme que pour un homme. Et aujourd'hui, en termes de recrutement, on s'engage à avoir dans nos shortlists un homme et une femme pour pouvoir représenter la diversité et continuer d'accentuer à un certain niveau de la population. Et maintenant, un point qu'on peut observer, notamment justement au LEM, c'est qu'on a non seulement un secteur qui est fortement féminisé, mais également représenté de cette façon-là au sein des comités de direction, et donc avec une forte féminisation également des directions d'entreprise, des directions de labo au niveau des comités de direction. Donc c'est aussi un sujet qui est très important. La question d'après concerne justement le nombre de jeunes qui sont employés dans le secteur. Quelle est leur tranche d'âge précisément, Michael ? Alors, quelques chiffres pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure. Actuellement, les 46 ans et plus représentent 50% des salariés de la branche et les moins de 26 ans en CDI et CDD ne représentent que 2,9%. Donc, comme je le mentionnais, une pyramide des âges qui, pour nous, est déséquilibrée et qu'on veut faire évoluer vers un rajeunissement. OK. Peut-être peut-on préciser simplement, c'est vrai que la limite d'âge de 26 ans, elle est peut-être adaptée à notre secteur fortement qualifié. On va regarder aussi jusqu'à 30 ans, puisqu'en fait, tous nos post-bac, forcément, vont avoir un âge. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a cette volonté d'aller chercher ces jeunes, notamment des bacs pro, et de les faire grandir dans notre secteur, voilà, pour effectivement rajeunir. Mais on décale un peu la limite de 26.
Alors, il y a une question ensuite concernant les emplois à pourvoir à l'international dans les entreprises du LEM. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre. En tout cas, moi, je te passe la parole tout de suite. Moi, je peux en témoigner à deux égards, comme responsable d'un laboratoire international et puis également au titre du LEM. Peu ou prou, toutes nos entreprises sont internationales. Et aujourd'hui, pas un seul ou quasiment pas, je n'ai pas en tête de laboratoire, d'entreprise pharmaceutique qui ne soit que nationale. En tout cas, et en particulier quand il s'agit de biotech, quand il s'agit de big pharma, mais également d'entreprises de taille moins importante. Je rappelle qu'on a un tissu très important d'entreprises de moins de 50 salariés. Et toutes ces entreprises, peu ou prou, interviennent à l'international. Et donc, tous les métiers que nous avons peuvent rayonner à partir de la France pour proposer des parcours internationaux. Et je pense qu'on a mis l'exemple. Claire, je ne sais pas si tu veux... Oui, alors nous, aujourd'hui, on est présent dans plus de 100 pays dans le monde. Et donc, aujourd'hui, on ouvre cette politique internationale et aux jeunes également, avec le programme de VIE. Donc, de nombreux alternants ou stagiaires ont l'opportunité d'aller dans nos sites sur les 5 continents. On est présent partout, dans les filiales ou dans d'autres usines de production. Alors évidemment, le contexte Covid a mis un frein au parcours puisqu'il était très compliqué de pouvoir organiser en toute sécurité. Mais oui, on a des carrières internationales depuis de nombreuses années et on le fait aussi avec les jeunes qui ont une très forte volonté aujourd'hui d'avoir cette possibilité de partir à l'international. Donc on se doit de pouvoir le proposer. Alors j'ai une question ensuite. Pourquoi aussi ne pas recruter des moins jeunes, en particulier des cadres en quête de sens qui cherchent à quitter leur secteur sinistré pour le LEM? Je parle des cadres en deuxième partie de carrière, 35, 40, 45 ans. Alors, en fait, le fait qu'on s'intéresse et qu'on fasse cette conférence de presse sur les métiers de demain pour les jeunes traduit notre préoccupation justement de les intégrer. Et au moment, et par rapport à cette enquête, par rapport à ces jeunes qui se préoccupent de leur parcours, de leur avenir, des métiers qu'on va pouvoir leur proposer, il nous semble important de le faire savoir. Pour autant, vous l'avez vu, comme l'a rappelé Michael, on a une part importante de collaborateurs, la moyenne est de 46 ans, donc on a une part importante de collaborateurs qui ont effectivement plus de 45 ans. Et je veux juste souligner un point que je vis au quotidien, c'est-à-dire que les entreprises de médicaments sont généralement un secteur de destination et pas un secteur de passage. C'est-à-dire que les gens décident d'aller y travailler pour les raisons qui sont évoquées dans la question, celle du sens, celle des valeurs, celle de l'intérêt, de la curiosité qu'on peut avoir pour ce secteur de la vie. Et en fait, on a assez peu de difficultés à conserver les gens qui sont dans le secteur. Parfois, ils n'y viennent pas par méconnaissance, mais on a peu de difficultés de rétention. Alors, bien sûr, on se les partage entre nos entreprises, ça c'est un grand jeu, mais on a peu de difficultés pour retenir les gens. Michael, tu veux préciser ou compléter, non ? Je peux témoigner pour mon entreprise où effectivement il y a une grande fidélité et des collaborateurs qui font toute leur carrière au sein de l'entreprise. Et je sais qu'il y a d'autres entreprises du secteur où c'est tout à fait le cas. Okay. Peut-être oui, répondre sur cette question-là. On a quelques chiffres. On a fait un focus jeune, bien sûr, mais dans la tranche de 35-46 ans, les recrutements dont on a parlé tout à l'heure, c'est 23% des recrutements qui concernent cette tranche-là. Donc, il y a bien des recrutements pour les collaborateurs, je dirais, dans quête de sens, deuxième période de vie, bien sûr. Après, il y a des vraies problématiques de mobilité dont il ne faut pas je dirais, les éloigner, puisque lorsque vous recrutez quelqu'un, et notamment en attractivité en région, vous avez la problématique du conjoint. Voilà. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut régler. Mais néanmoins, au regard des chiffres, on recrute également sur l'ensemble des segments. Et donc là, c'est 23,6% de cette tranche d'âge. Voilà. Alors, question suivante, que faites-vous précisément pour les quartiers prioritaires ? Alors, Pascal, peut-être que tu veux illustrer ça, et après ça, on pourra les uns ou les autres illustrer. Alors, on l'a entendu avec Claire, ce que les entreprises peuvent faire, parce que c'est aussi... Bien sûr. Alors, très clairement, pour répondre à la question, rien, parce que c'est la volonté que nous avons eue au travers de cet accord que nous avons signé avec les organisations syndicales de salariés, 5 organisations sur 6 ont signé, de mettre en place une politique en faveur des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est pour ça qu'on est très intéressé par l'initiative qu'a menée Sanofi. L'idée, bien sûr, c'est de mutualiser l'ensemble des initiatives de l'ensemble des entreprises du secteur et d'avoir un mouvement de fond au niveau de la branche, d'où également ce partenariat avec Pôle emploi dont j'ai parlé tout à l'heure et l'APEC,
pour les identifier, hein, comme l'a dit Claire, il faut aller les chercher parce qu'ils ne vont pas venir vers nous parce qu'on voit bien qu'ils s'autocensurent. Donc c'est d'aller les chercher et d'aller faire une grande manifestation. Bien sûr, travailler avec l'ensemble des associations, dont Mosaïque, parce qu'on l'a cité, mais ce n'est pas la seule association avec laquelle nous pouvons travailler. Donc c'est bien des actions qu'on va décliner sur l'ensemble 2021-2022 hein, pour avoir des actions concrètes et faire en sorte qu'on ait des résultats et qu'on puisse intégrer dans nos entreprises des profils totalement différents et effectivement ces jeunes prioritaires, des quartiers prioritaires de la ville, avec un focus, hein, on ne l'a pas dit, mais Claire l'a cité, un focus important sur les personnes, notamment les jeunes en situation de handicap. Je vous rappelle que le secteur du médicament est une des rares branches, voire la seule branche, à avoir une mission handicap de branche. On a un taux d'intégration des personnes en situation de handicap relativement élevé hein, dans le secteur. Alors, on a des entreprises qui sont bien mieux que la moyenne de la branche. On a commencé hein, notre politique à 1,68. On est aujourd'hui à 3,68. Donc, on grimpe année après année par toutes les actions que nous menons. Donc effectivement, lorsqu'on parle de jeunes, on parle aussi focus sur les jeunes en situation de handicap, ce qui est encore un travail un peu plus compliqué, parce qu'il faut là les amener sur nos métiers en termes de compétences. Et là aussi, il y a une forte autocensure sur ces jeunes-là, et notamment sur l'écosystème de la formation des jeunes en situation de handicap. Maintenant, au niveau des entreprises elles-mêmes, beaucoup d'initiatives sont portées par différentes entreprises et je suis frappé de retrouver régulièrement beaucoup de mes collègues, mes consoeurs, mes confrères dans ces manifestations autour justement des quartiers prioritaires. On travaille beaucoup avec des associations, je pense on a évoqué Mosaïque RH bien sûr, mais à Viens voir mon taf pour accueillir des stagiaires, à Proxité justement pour accompagner ces jeunes qui se sentent parfois éloignés d'entreprises, de secteurs tels que les nôtres, à Article 1 et d'autres. Et toutes ces associations font un travail extraordinaire pour également, et ça, venir nous trouver justement pour que nous les accompagnions avec des engagements qui sont forts par les entreprises. On peut ajouter aussi, nous, cette année, on est allé dans les quartiers pour avoir nos alternants, mais on a mené aussi une politique en amont, c'est-à-dire que dès le collège, en fait, avec la politique RSE, on va visiter les collèges pour présenter les métiers parce qu'il y a aussi un déficit de connaissance de nos métiers. Et au moment de l'orientation, si le jeune il ne connaît pas la filière santé, il ne va pas pouvoir s'y inscrire. Et vous parliez des associations, et on l'a fait avec nos quartiers ont du talent ou sport dans la ville, qui permettent aussi d'avoir accès dans les collèges. Et dès la 3e, nos collaborateurs vont présenter ces métiers pour essayer de susciter des vocations. Merci. La question d'après est importante. Existe-t-il encore des visiteurs médicaux ou ces métiers ont-ils muté suite au recentrage scientifique des relations avec les médecins? Est-ce que Michael, Pascal... Oui, je vais commencer à répondre. Oui, la réponse est oui, bien sûr. Il existe encore des visiteurs médicaux et c'est nécessaire puisque quand nous avons de nouveaux médicaments qui sont commercialisés, il faut pouvoir les présenter au corps médical. Alors, effectivement, les effectifs des visiteurs médicaux se seront fortement réduits au cours des dernières années et leurs conditions d'exercice également a été largement transformée avec un encadrement extrêmement strict, et ce qui est bien normal, sur les messages qu'ils peuvent délivrer, la manière dont ils peuvent présenter les nouveaux médicaments aux médecins. Mais, comme je le disais, il y a des mutations dans l'emploi et donc il y a toujours des visiteurs médicaux, mais il y a de plus en plus d'autres catégories de professionnels de notre branche qui sont en contact avec les professionnels de santé. Notamment, j'évoquais les médicales liaisons qui ont un rôle différent et complémentaire des visiteurs médicaux. Donc il y a des mutations qui, je dirais, suivent l'évolution normale de la transformation du secteur. Et la transformation de nos portefeuille, c'est-à-dire de ce que nous proposons, des molécules, des traitements nouveaux que nous mettons à la disposition. Il y a une question concernant l'évolution des compétences. Quelles compétences manquent le plus pour accompagner la montée en charge de la bioproduction ?
Enfin, c'est relativement simple. Hein. Là-dessus, je vous renvoie, enfin je vais répondre bien sûr, mais je vous renvoie, il y a 2 études qui ont été faites, qui sont disponibles sur le site grand public du LEM. C'est des études prospectives qui montrent en fait quels sont nos besoins de compétences. Donc sur l'intelligence artificielle et le digital, manifestement, et on trouve ça, ces compétences-là, dans l'ensemble des métiers, et effectivement le scientifique. Alors les compétences scientifiques sont une vraie demande, avec une problématique générationnelle, mais qui est nationale, c'est la désaffection des jeunes pour l'étude scientifique. Et donc, du coup, d'où ce travail également bien en amont avec les collèges et lycées pour orienter les jeunes sur des filières scientifiques. Alors, pas forcément de médecins et de pharmaciens, parce que je vais arriver très vite dans l'autocensure, mais des formations scientifiques, notamment au niveau de technicien. Donc voilà les 2 segments sur lesquels on manque de compétences. Et après, derrière, si je décline, vous avez la cybersécurité, la qualité, l'environnement. Tout ça sont des métiers sur lesquels on recrute des compétences manquantes. Hein, et donc, vous trouverez dans ces 2 études, une sur l'IA et l'autre sur les multitechnologies, l'ensemble des compétences sur lesquelles aujourd'hui on va développer l'ensemble de nos métiers. Et je crois également, Pascal, que dans les métiers, dans ces métiers, on a également toujours un besoin et parfois des difficultés, même dans le manufacturing, à recruter et surtout à former. J'ai un exemple en tête très précis sur lequel un technicien sur certaines thérapies disons de biotech, sur un site industriel, c'est 6 mois de formation. Donc, nous avons cet effort d'accompagnement, y compris sur des métiers... Il y a un métier sur lequel on a un mal fou à recruter, c'est les techniciens de maintenance. Voilà. Donc, si aujourd'hui vous avez des jeunes, et si vous m'entendez, si vous avez des jeunes qui sont intéressés, allez sur les techniciens de maintenance, vous trouverez un job partout en France. Merci. Peut-être une dernière question. Faites-vous des efforts salariaux pour les postes où les entreprises du LEM rencontrent des difficultés à recruter ? Nécessairement, parce que de toute façon, c'est aussi un élément d'attractivité. Alors, ce n'est pas le seul, on l'a vu d'ailleurs dans l'enquête, où les jeunes sont en recherche de sens et un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est un élément, la rémunération. On a un salaire médian qui est très largement au-dessus de l'ensemble de l'industrie. On a un salaire médian qui est pratiquement à 3 600 €, alors que le salaire médian dans l'ensemble de l'industrie est à 3 300 € dans le secteur privé. Donc on a des éléments de rémunération attractifs, mais ce n'est pas le seul élément. Donc oui, effectivement, on va faire des efforts. De toute façon, le marché fait que, in fine, les efforts, je dirais, sont quasi naturels. Mais ce qui est quand même troublant post-crise ou juste en sortie de crise, c'est que vous n'avez pas un entretien de recrutement où le jeune ne vous demande pas, ou le jeune ou le moins jeune d'ailleurs, quelles sont vos conditions de télétravail. Et donc ça, c'est un élément d'attractivité très fort, cette capacité en fait à accompagner aussi ce travail à domicile, qui est une forte demande, une forte appétence de tous les collaborateurs que nous recrutons. Très bien. Et alors peut-être, je crois, encore une dernière question. Les entreprises du LEM ont-elles créé des postes responsables éthiques ou déontologie ces dernières années ? Combien ? Alors ça, je vous laisse compléter, mais effectivement, d'abord, vous savez que le LEM a créé il y a quelques années ce qu'on appelle le CODEM, qui est donc le comité déontologique qui nous guide sur un certain nombre de sujets liés à la pratique de notre métier, à la déontologie de notre métier, à l'éthique de notre métier, et donc avec un comité indépendant. De la même façon, dans toutes nos entreprises, nous avons créé ces postes de compliance officer, de responsable éthique, de responsable déontologie. Ils portent des noms très différents et d'ailleurs qui travaillent ensemble bien souvent au LEM également au sein de ce comité pour justement nous aider à porter un regard critique et nous guider sur les décisions que nous faisons, mais également nous projeter sur un certain nombre de décisions importantes liées notamment à la nature même des traitements que nous développons. Donc la réponse est clairement oui. Je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles questions. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Combien on ne sait pas. Voilà, combien on ne sait pas. Combien on ne sait pas. Ah oui, pardon. Combien oui dans toutes les entreprises. La réponse est oui dans toutes les entreprises, absolument. Voilà peut-être ce que nous pouvions vous dire. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Je vous remercie d'abord pour votre attention. Je vous remercie tous pour votre participation. Vous l'avez compris, ce secteur a été élu comme l'un des secteurs prioritaires de sortie de crise, mais surtout secteur d'attractivité pour demain. Ces entreprises, d'ailleurs, je veux le souligner, ont déjà répondu présent, puisque l'investissement des entreprises sur le territoire français a progressé de 15% l'année dernière à travers et la recherche, mais également les aspects industriels. Donc c'est un secteur qui répond présent, et vous avez compris qu'au-delà de l'investissement, ce secteur répond également présent en matière d'emploi
et particulièrement d'emploi des jeunes, parce que nous avons entendu leurs préoccupations et que nous voulons les attirer et nous rendre plus explicites sur la qualité des métiers que nous leur proposons. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je pense que si vous avez d'autres questions, vous saurez contacter l'équipe du LEM qui répondra encore aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup et à bientôt.